j'étais reçu dans tous les cercles par Jacques Attali ou d'autres, et j'aurais tout à fait pu finir secrétaire d'État chez Macron, au cœur de la dictature Covid, vaccinale. Ça, Au cœur, je dis, écoutez, on ne peut pas faire confiance à Pfizer, c'est une société multicondamnée, plus de 6 milliards d'amendes cumulées, ces gens ont tué des personnes, ces gens ont pratiqué le charlatanisme, on accuse soi-disant Raoult d'être un charlatan, eux ont été condamnés pour charlatanisme pour de vrai. Raoult n'a jamais été condamné pour charlatanisme, ni même mis en examen, quoi que ce soit. Bon, eh bien, à ce moment-là, ça a été le blitz. La vérité, c'est que Biden était bien ami avec un haut cadre du Ku Klux Klan. Donc je me mets une étiquette, et voilà, c'est moi, et je suis fact-checker. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on met à quelqu'un un uniforme, il devient colonel. On leur a mis un uniforme de policier de la pensée. On leur a mis une matraque, la capacité à étiqueter des gens complotistes. Pour certains, à l'époque, c'était une mort sociale. Nous, on était indépendants. Mais il y a beaucoup de gens, ça pouvait détruire leur vie. Et ils ont décidé de matraquer des gens avec ce mot complotiste. Confinement qui n'avait aucune preuve scientifique. Et c'est bien pour ça qu'il n'a été promu, le confinement, que par des imbéciles qui ne connaissaient rien à la science. Des gens type Julien Pain qui n'a aucune formation scientifique. Aucune, zéro. Il n'y a pas de crédibilité scientifique chez cette personne. Et il a dit conneries sur conneries. Les myocardites se soignent, etc. Oui. Klaus Schwab. La nouvelle sort que son père était un industriel nazi. Comment vont faire les fact-checkers pour enterrer cette nouvelle ? Comme ils ont traité Luc Montagnier, prix Nobel, moi que j'avais reçu, vous savez, quelques mois avant sa mort. Qui avait raison, le virus sortait d'un laboratoire. Idriss Aberkane fait plaisir de vous recevoir, d'abord parce que on se connaît, on va pas se raconter des histoires, au contraire on va raconter de vraies histoires et de bonnes histoires. Parce qu'au fond, moi ce qui me plaît chez vous, entre autres, c'est que certains vous vilipendent et d'autres vous adorent. Et vous savez, ce que Baudelaire appelait le plaisir aristocratique de déplaire, c'est très très important d'avoir cette vertu. Et je trouve qu'on se connaît au nombre de ses amis, mais aussi au nombre de ceux qui ne vous aiment pas, et ça fait partie. Pourquoi ? Parce que vous sortez des passages floutés, vous sortez en hors norme, on vous le reproche, mais qu'est-ce que c'est bien ? Et je ne vais pas accabler de citations, mais je rappellerai cette phrase merveilleuse de Cocteau, ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Donc vous avez fait master, je dis, en géopolitique internationale à l'école à Normal Sud. Oui, Normal Sud, c'était en bio. Ouais. C'est ça. Et l'université Paris-Saclay, doctorat en littérature. Strasbourg, ouais. Je veux pas revenir là-dessus, c'est Strasbourg littérature et Paris-Saclay. Alors c'est pas Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est en sciences cognitives. Polytechnique. Bon. D'accord. Mais ça, c'est la bureaucratie française, malheureusement, ça fait que c'est même. Voilà, je suis obligé. Il n'y a aucune honte à pas avoir mis les briques dans l'ordre, parce qu'honnêtement, avec les doubles, triples affiliations maintenant, on pourrait limite en reparler. L'université française, c'est devenu l'auberge espagnole. Et alors, moi, je voudrais juste parler de ça parce qu'on parle des études, on parle des diplômes. Et rappelez-vous qu'un certain, je ne m'appelle plus, enfin, un fact-checker, un de ces fact-checkers, on va reparler de tout ça tranquillement. Mais à un moment donné, vous avez été attaqué, notamment à l'Express et à Libération. On disait oui, Idriss Aberkane, il dit qu'il a tel ou tel diplôme, sciences cognitives et autres. En fait, c'est pas vrai du tout. Et vous avez répliqué, et d'ailleurs vous avez gagné. Enfin, je crois oui, non, mais en fait, ce qui se trouve, c'est que déjà, je suis le seul chercheur de France à avoir publié tous mes diplômes depuis 2016. Hein. Et ça, c'est un fait qui les accable. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'est pas repris sur Wikipédia. Wikipédia n'indique surtout pas que je suis le seul chercheur de France à avoir publié la photocopie de chacun de ces diplômes sur son site. C'est toujours disponible, idrissaberkane.org. Rien n'a changé, pas une virgule. Mais en effet, dans le cas de l'Express, là, je donne juste les actualités judiciaires. Ils sont renvoyés 2 fois en correctionnel. Bon. Alain Veil, patron de l'Express, Alix L'Hôpital, il s'appelle, Victor Garcia, 2 fois en correctionnel. Il pourrait être renvoyé une 3e fois. Bon. Il faut le faire. Mais c'est quoi, enfin, à ce niveau-là, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous gêniez, pourquoi, à votre avis ? Mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire 3 doctorats déjà. J'avais 3 doctorats à 29 ans, je les ai toujours d'ailleurs. 3 doctorats à 29 ans, dont un de l'école polytechnique, ce qui a énormément gêné. L'école polytechnique, on peut revendiquer ses diplômes tant qu'on est dans le sens du pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais alors, revendiquer des diplômes de l'école polytechnique quand on va s'opposer à Macron, quand on va défendre Didier Raoult,
Ah, surtout pas, attention, on est entre gens de bonne compagnie. Donc là, ils ont tout fait pour essayer de dire non, en fait, il est jamais passé par chez nous. Alors, c'était assez marrant, il est jamais passé par chez nous, puis ensuite, il est passé par chez nous, mais c'est Paris-Saclay qui a remis le diplôme, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Polytechnique n'avait pas le droit de remettre des doctorats, il aurait été reconnu qu'il n'avait plus le niveau pour en remettre, c'est de leur faute, c'est pas de la mienne. Mais bon, c'était préparé à l'école Polytechnique. Puis après, ils ont dit, non, mais en fait, il est bien passé chez nous, mais alors, on va inventer qu'il a plagié sa thèse. Bon, c'est allé nulle part, mais ils ont tenté, l'Express l'a repris, évidemment, parce que quand on veut du fumier, on va à la porcherie, c'est normal. Et au fond, ça a toujours fait pchit, il n'y a rien, il n'y a même pas eu de procédure disciplinaire contre moi. Jamais on a ouvert la moindre procédure pour me retirer mon diplôme. Mais ce qui est marrant, c'est que Polytechnique ait dit pendant 7 ans, il n'a pas fait son doctorat chez nous, et après ils ont dit, on va le lui retirer. Bon, c'était aussi faux l'un que l'autre. Mais par contre, là où ça fait mal, c'est pas à moi, c'est à la crédibilité des facs françaises. Parce que le doctorat que j'ai fait à Polytechnique a été le plus lu de l'histoire de Polytechnique. C'était quoi Donc c'était un doctorat en neuroergonomie, je m'intéressais aux interfaces homme-machine, en gros comment mieux afficher la connaissance sur ordinateur, c'était ça le sujet. Donc c'était un doctorat de sciences cognitives, co-inscrit en gestion. Alors on m'a tout fait, on m'a dit, regardez il est que en gestion, parce que le labo où j'étais en sciences cognitives a été fermé entre temps, donc ils m'ont administrativement mis en gestion. Ils ont cherché des poux dans la tonsure, c'était des trucs incroyables, et le problème, c'est en tout cas, c'est pas tant à moi que ça cause du tort, que à eux, parce que je suis suivi cross-réseau par 2 millions de personnes. Donc il y a 2 millions de personnes, en particulier beaucoup de personnes d'origine maghrébine, mais qui m'ont dit, mais nous, jamais on va aller à Polytechnique. Il y a plein de Marocains qui vont à Polytechnique, enfin qui allaient. Il y a plein de Marocains qui sont d'ailleurs très bons en maths. Le programme de maths du Maroc est devenu excellent. L'Algérie est très bonne aussi maintenant, mais pour les concours, à une époque, pour les Marocains, c'était bien d'aller à Polytechnique. Mais il y en a plein qui n'y vont plus, qui disent, et à cause de cette affaire, ils me l'ont confirmé. Ils m'ont dit, ben non, nous on vise pas Polytechnique, on a vu ce qu'ils t'ont fait, on a vu que c'est pas des gens sérieux, quitte à travailler, autant aller au MIT, autant aller à Stanford. Je leur ai dit, c'est pas moi qui vais vous donner tort. Donc honnêtement, le tromblon leur a pété à la figure. Hein. Moi ça m'a... Alors qu'est-ce qui a fait que, justement, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait que vous auriez pu aussi aller, allez, je vais suivre les chemins balisés, je vais suivre les bons poteaux de signalisation, je vais suivre les codes, et après tout comme ça, je vais faire carrière. Qu'est-ce qui a fait que, en fait, vous n'avez jamais eu envie de faire carrière, ce qu'on appelle, ou pas, franchement? Bah, ça aurait peut-être au début fait plaisir à ma famille, mais moi je veux être authentique et fidèle à mes héros. Bon. Un de mes héros, c'est Richard Francis Burton. Vous parliez là du plaisir aristocratique de déplaire. Burton, c'était ça. Il piétinait les géraniums d'Oxford avec son cheval. Il n'a même pas eu son diplôme d'Oxford, il s'est barré. Il a dit à un chapelain... je suis fier d'avoir rempli tous les péchés du décalogue. Enfin, c'est un insolent, et je préfère être insolent. Ouais. Donc, oui, à une époque, Coverboy, 2 fois la couverture du Point, plusieurs magazines. J'étais reçu dans tous les cercles par Jacques Attali ou d'autres, et j'aurais tout à fait pu finir secrétaire d'État chez Macron, puisque d'ailleurs La République En Marche m'avait contacté. Donc en 2017. Quoi, pour une députation, pour une promotion. On dit, regardez, Cédric Villani nous a rejoint, pourquoi pas vous, vous êtes très suivi, etc. J'ai décliné. Et en effet, de toute façon, quand on voit que, pardonnez-moi, que Sibeth Ndiaye a été secrétaire d'État, bon, il me semble que j'avais la capacité d'occuper un poste similaire, ou en tout cas, au moins de cette étoffe-là. Maintenant, honnêtement... Et qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, c'est pas vraiment... ça ne m'allait pas, quoi. Et après, évidemment... Là où j'ai vraiment voulu passer le pas, parce que les attaques, en effet, sur mon CV avaient commencé à partir de 2014, elles sont allées un peu crescendo, parce qu'en fait, l'Express a dû m'attaquer quand j'avais commencé à attaquer Pfizer. Là, c'était inévitable. Quand j'ai fait cette vidéo sur ma chaîne, Pfizer, une entreprise qui vous veut du bien, 1 800 000 vues, malgré le shadowban, malgré la censure, 1 800 000 vues, et le service public, 2 ans et demi plus tard, va faire une sous-vidéo de celle-là. En gros, ils vont faire une petite enquête, c'est complément d'enquête, ils vont faire un petit truc qui est pas bien... Un peu recopier un peu, enfin un peu... En tout cas... Mais votre vidéo à vous, c'était quand? Sur Pfizer. C'était en 2021. 2021. Ouais, donc, au cœur de la dictature COVID, vaccinale. Ça, Au cœur, je dis, écoutez, on ne peut pas faire confiance à Pfizer, c'est une société multicondamnée, plus de 6 milliards d'amendes cumulées, ces gens ont tué des personnes, ces gens ont pratiqué le charlatanisme, on accuse soi-disant Raoult d'être un charlatan, eux ont été condamnés pour charlatanisme pour de vrai. Raoult n'a jamais été condamné pour charlatanisme, ni même mis en examen, quoi que ce soit. Bon. Eh bien, à ce moment-là,
ça a été le blitz, c'est-à-dire que, en particulier le groupe Altis à l'époque, donc l'Express, Libération, etc., BFM TV, l'Express, Libération. BFM TV, oui. Le groupe Altis c'était instruction. Il fallait faire publication sur... Et encore une fois, mal leur en a pris, parce qu'une fois, par exemple, donc un groupe j'ai envie de dire, de pseudo-journalistes de l'Express, parce que ça s'est vu, ont voulu m'interviewer. J'aurais dit, mais il n'y a pas de problème, on enregistre l'interview. Ouais. Bon, ils se sont fait humilier, ça a tourné sur Internet, c'était horrible. Honnêtement, par décence, je ne l'ai pas publié sur ma chaîne. J'ai hésité, j'ai remis l'enregistrement à Xavier Azelbert. Je lui ai dit, t'en fais ce que tu veux. Bon, mais sur ma chaîne YouTube, je me suis dit, les pauvres, là... Mais donc, vous voulez dire que la chose a commencé un peu... Pour vous, ça s'est aggravé à ce moment-là. Ouais. Par rapport au mainstream, par rapport, je veux dire, aux allées bien tracées. 2019-2021, ouais, c'est ça. Fin 2019-2021, là vraiment, on est dans le tir nourri, quoi. C'était tout le temps. Un peu comme ce que l'Express avait tenté de faire avec vous, le complotisme, à micro ouvert. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que je l'ai expliqué dans beaucoup d'interviews, mais on le voit vraiment, puisqu'aux États-Unis, le mot complotiste est devenu littéralement un compliment. Oui, tout à fait. Et dans l'administration Trump, etc., on voit que je suis fier d'être complotiste. Mais vraiment, et je rappelle que c'est pas nouveau dans l'histoire. Moi, je m'intéresse énormément à l'épistémologie, et il se trouve qu'à Polytechnique, j'étais inscrit au CREA, le centre de recherche en épistémologie appliquée, qui était d'ailleurs sur l'ancien site de Polytechnique, sur la montagne Sainte-Geneviève. L'épistémologie me fascine, et quand on fait de l'épistémologie, on sait que des cas d'épithètes négatifs qui sont devenus positifs, il y en a plein dans l'histoire. L'art gothique, l'impressionnisme, Daft Punk, Big Bang, tout ça c'était des insultes. Gothique, c'était une insulte de Vasari. Impressionniste, c'était une insulte des critiques de l'époque. Big Bang, c'était une insulte de Fred Hoyle contre l'abbé Lemaitre qui avait inventé la théorie. Dada, c'était considéré comme rien du tout. C'est un mouvement d'art. Et on dit dadaïsme. Donc, dadaïsme, à chaque fois, on voit cette espèce de judo qui est capable d'être fait. Et encore une fois, Daft Punk, là aussi, c'était donc des critiques, un critique anglais qui avait dit, mais cette musique, c'est de la racaille attardée. C'est ça que ça veut dire. Daft Punk, racaille attardée. Et ben, ils se sont dit, mais c'est génial, ça. On va s'appeler racaille attardée. Et boum, ils ont fait cette... Donc, le mot complotiste aujourd'hui est exactement dans la même voie, et malheureusement, les terroristes intellectuels qui ont tenté de l'utiliser pour condamner certaines personnes à la mort sociale, là aussi, c'est la pétoire qui leur pète à la tronche. Mais alors justement, Idriss Aberkane, c'est intéressant, restons un peu là-dessus, parce que ça a été un de vos combats, et vous n'êtes pas le seul, mais ça a été très remarquable. Aujourd'hui, avec le recul, on est en fin 2024, qu'est-ce que vous retenez de cette espèce d'extraordinaire séquence qu'on a vécue d'ingénierie sociale, de management par la peur, etc. Qu'est-ce que vous en retenez ? Il faut des gens de caractère. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait en psychologie, avec l'expérience de la prison de Stanford, l'expérience de Solomon Asch sur la conformité. Donc l'expérience de la prison de Stanford montre que quand on donne du pouvoir aux gens, ils en abusent, gratuitement. En gros, on donne une matraque à des gens, ils vont taper sur des innocents juste pour le plaisir d'utiliser la matraque. Surtout s'ils savent qu'il y a impunité. Exactement. Mais il part du principe qu'il y aura, c'est ça qui est fou. Il part du principe qu'il y aura impunité. L'expérience de Milgram a montré qu'un type en blouse blanche pouvait convaincre la plupart des gens d'électrocuter leur père, leurs semblables. Et puis l'expérience de Solomon Asch montre que la plupart des gens, si le groupe leur dit qu'une ligne fait telle longueur, ils vont changer, mais même parfois s'auto-hypnotiser. Et vous voulez dire que si on leur disait, si on leur disait en pleine crise de confinement et autres, si vous voulez pas mourir, promenez-vous à Cloche-Pied avec une plume dans le fondement, il l'aurait fait. Il l'aurait totalement fait. Ouais. Et on le voit dans tous les régimes dictatoriaux, c'est exactement ça. D'ailleurs, on avait fait une vidéo ensemble sur Sud Radio où je parlais de ça, et elle a fait pas mal de vues, et ça démontrait ce qui se passait. On a cette expérience avec les macareux moines, vous savez, les petits oiseaux. On avait voulu les réintroduire, et donc pour les réintroduire, on plantait des faux macareux en bois sur une tige de métal, sur l'île. Et comme on n'allait pas faire deux pattes, on faisait qu'une patte, ouais. Les macareux sont très sociaux comme oiseaux, et ils se sont mis à se poser que sur une patte. Ils voyaient que ces petites figures en bois avec une patte, ils se sont dit tiens, ça doit être la tradition locale. Alors ils se mettaient sur une patte. Et ce phénomène, il est connu, les humains le font, et dans typiquement la dictature soviétique, c'était connu que les gens qui s'étaient conformés stupidement justifiaient parce que c'était pour protéger leur ego. Donc en gros, si on leur disait voilà, se balader avec une plume coloscopique ou bien de faire sauter à cloche-pied n'importe quoi, ils auraient dit mais oui, bien sûr, camarade Popov, le parti a eu raison de nous faire sauter à cloche-pied, c'est très bon pour le cardio, c'est bon pour la souplesse du tendon d'Achille, c'est très bien. Et justifier a posteriori... Et vous pensez que ça a marché très bien on le voit. En Europe, en France et ailleurs. Il y a des gens qui se mettaient à justifier a posteriori les
pires conneries, les rayons culottes fermées, le café assis, les plages dynamiques, enfin les trucs, même à la fin quand même le CNRS, bon, comme d'habitude 2 ans plus tard, hein, bon, c'est toujours les résistants de la dernière heure, bon, mais au moins ils ont tenté de résister un peu sur la fin, bon, comme complément d'enquête, résistant de la dernière heure, quand tout le monde a fait 2-3 doses, ah bah quand même Pfizer c'était des salauds, bon, mais ils le disent pas comme ça, Pfizer c'était pas bien, bon, moi j'ai dit non, Pfizer c'était des salauds, 6 milliards d'amendes, bon, eh bien on a vu le CNRS qui a dit oui quand même, les mesures Covid imposées par l'État étaient une expérience de conformité sociale à échelle nationale. Ils ont dit ça quand même. Oui, c'est intéressant. Oui, voilà, bon, ils l'ont dit trop tard, pas cachés, mais au moins ils l'ont dit. Voilà, au moins ils ont reconnu, bah oui, le coup du café debout, on est scientifique au CNRS au départ, le S de CNRS c'est scientifique. Donc bon, on peut pas dire que le coup des cafés debout, ça ait la moindre base scientifique. On peut pas dire que les masques avaient la moindre base scientifique. On peut même pas dire, bien sûr, que les plages dynamiques ou les rayons disques fermés, enfin toutes ces conneries. Et le confinement qui n'avait aucune preuve scientifique. Et c'est bien pour ça qu'il n'a été promu, le confinement, que par des imbéciles qui ne connaissaient rien à la science. Ah, des gens type Julien Pain qui n'a aucune formation scientifique. Aucune, zéro. Il n'y a pas de crédibilité scientifique chez cette personne. Et il a dit conneries sur conneries. Enfin, les myocardites se soignent, etc. Oui, alors justement, Idriss Aberkane, parlons-en de ça, parce que au-delà des Julien Pain, Rudi Reichstad et autres, on va pas. C'est même pas eux. Donc on insiste sur le fait qu'ils n'ont pas la moindre crédibilité en science. Je ne sais même pas s'ils sauraient additionner 2 fractions. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont pu se baptiser et se faire reconnaître et se faire légitimer par la doxa mainstream, tout après, de fact-checkers. Fact-checkers, ça veut dire que vous êtes vérificateur de faits, hein, checks and balances, comme disent les Américains. Et comment ces gens-là, que ce soit eux, ces 3 pelés de Tondu et autres, se sont autorisés et on les a, même dans Wikipédia et compagnie, et on leur a mis l'étiquette fact-checkers. Maintenant, on sait ce que c'est. Mais comment ça se passe aussi bien que... Donc, je me mets une étiquette, et voilà, c'est moi, et je suis fact-checker. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on met à quelqu'un un uniforme, il devient colonel. Donc, il y a beaucoup d'esprits faibles, et c'est pour ça que je parlais de caractère. Il faut du caractère pour résister à la prison de Stanford, pour résister à la conformité de H, pour résister à Milgram, il faut du caractère. Les gens sans caractère, ils voient un type avec une coupe en brosse et un uniforme de colonel. Ils se disent, il est colonel. Ils vont pas se dire, est-ce qu'il a fait ses classes, pour savoir s'il est colonel ou pas. Ou simplement regarder si le gars sait lire une carte, s'il sait saluer correctement, enfin, marcher au pas, la base. Et là, en fait, on leur a mis un uniforme de colonel de la pensée. On leur a mis un uniforme de policier de la pensée. On leur a mis une matraque, la capacité à étiqueter des gens complotistes. Pour certains, à l'époque, c'était une mort sociale. Nous, on était indépendants. Mais il y a beaucoup de gens, ça pouvait détruire leur vie. Et je connais encore des gens, je ne vais pas les citer, qui sont semi-résistants, qui sont courageux, certains ont fait des commentaires, mais qui sont terrifiés encore à l'idée d'être étiquetés complotistes. Même aujourd'hui. Ah oui, même aujourd'hui. Mais c'est une minorité, mais j'en connais encore. Donc, ils avaient cette matraque, c'était les matraqueurs de Milgram, c'était les tortionnaires, tout simplement. Et ils ont décidé de matraquer des gens avec ce mot complotiste, qu'ils pouvaient sortir parce qu'on leur avait donné un uniforme et une matraque. Donc l'État, parce que c'est l'État, le cas du fonds Marianne, le fonds Marianne, qui est un des plus grands scandales de la Macronie. Racontez-le, parce que pour les... Alors, de l'argent a été levé au nom de Samuel Paty, avec Marlène Schiappa. Cet argent a servi notamment à financer des fact-checkers pour rien avoir avec Samuel Paty. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec le Covid, Je vous donne un exemple. C'est parti notamment à l'Institute for Strategic Dialogue, qui est une fondation de droit britannique. Qu'est-ce que ça vient faire là? En quoi de l'argent levé au nom de la famille Paty a pu partir vers une fondation de droit britannique? Mais pire que ça, cette fondation faisait du fichage, du name and shame, comme on dit, sur Didier Raoult, sur Alexandra Orion-Caude, sur le professeur Perron, sur votre serviteur, avec l'argent du fonds Marianne. Mais c'est un crime. Oui. On mettait le sceau de la famille sur tel. Exactement, ils faisaient des fiches. Alors j'ai vu par exemple, quand j'ai fait ma vidéo qui avait été interdite sur YouTube, les mensonges sur Didier Raoult, qui étaient complètement factuels, et qui montraient que les fact-checkers mentaient. Et je vais y revenir, parce que les fact-checkers ont menti à plusieurs reprises. Des articles de fact-checking, qui des décodeurs du monde, qui de Check News, qui de signés fact-checkers, qui ont menti frontalement, directement, froidement. Mais il y en a plein. Je peux vous en citer plein. Et j'en ai même fait des mensonges éhontés et montrés. J'en ai fait la liste sur Biden, je vais en préparer aussi sur Donald Trump, parce que lui, c'est record absolu. J'en ai fait aussi, bien sûr, sur Didier Raoult, exactement. J'en ai fait sur le Covid, etc. Donc, ces fact-checkers sont vraiment les matraqueurs
des électrocuteurs de 1000 grammes, les matraqueurs de Zimbardo, l'expérience de la prison de Stanford. On leur a donné un billistique, une matraque et une casquette, et ils se sont mis à aller matraquer des gens parce qu'on leur avait donné ça. Donc évidemment, les gens sans caractère, ils voient une casquette, ils se disent ce type détient la vérité. Et les gens avec du caractère et une formation scientifique ou une formation journalistique, une expérience journalistique, disent bah non, leur méthodologie ne vaut pas un clou. Quand on a Julien Pain qui dit de toute façon les myocardites se soignent et le passeport ne sera jamais vaccinal, il ment, il n'en sait rien, il ment, il ne fait pas du journalisme. Quand on a Rudi Reichstadt qui dit, vous savez, Big Pharma, c'est une théorie du complot, cependant qu'aux États-Unis il y a des procès contre Big Pharma, il ment. Ou alors c'est un incompétent, au choix. Soit c'est un menteur, soit c'est un je crois incompétent. qu'il y a aussi beaucoup d'incompétence. Oui, mais on sent la malveillance. On sent vraiment la malveillance. Ouais. Et donc ça, vous dites que c'était organisé par un peu ce qu'on appelle l'État profond, l'État... En tout cas, il y a un besoin de conformité. Après, aux États-Unis, en effet, le blanchiment de fausses informations, qui est fait sur Wikipédia, vient du fait qu'on a abandonné en journalisme, ça s'est fait subtilement. Vous avez connu, André Berkoff, l'abandon du standard or avec Nixon, qui du jour au lendemain dit, la convertibilité du dollar en or, vous l'avez dans l'os. Eh bien, il s'est passé la même chose, non pas avec le billet vert, mais avec le billet de presse. Avant le billet de presse, il avait un standard très simple, le standard preuve. Derrière un billet, il y avait une preuve. Il y avait des témoins. Les faits vérifiés, c'est les ça. informations. Exactement. Voilà. Donc quand on faisait un billet, il y avait des preuves. Ils avaient une valeur probante. Et bien, entre-temps, une certaine presse s'est dit, mais ça prend du temps d'aller chercher des preuves. Faire du journalisme, c'est compliqué. C'est de l'enquête, voilà, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. C'est risqué. Mais, bien sûr. Donc on va faire des billets sans preuve. On va faire des billets, l'Express a fait ça sur Didier Raoult, ils ont dit Didier Raoult fait la promotion du Vicks Vaporub dans le Covid. Alors c'est complètement faux, ça fait partie des trucs, c'est complètement faux. En fait, on a fait de la fausse monnaie. Oui, on a fait de la fausse monnaie, exactement, qui est blanchie. Comment on blanchit? Alors j'explique juste pour le cas du Vaporub, parce que c'était faux, donc Didier Raoult avait dit la marque Vicks possède des molécules intéressantes, boum, dans les mains de l'Express, ça devient Didier Raoult encourage le Vaporub contre le Covid. Bon, les mêmes qui faisaient la promotion, encore une fois, des rayons culottes fermés. Eh bien, c'est de la fausse monnaie. Comment on blanchit la fausse monnaie? On la fait rentrer en banque. Eh bien, qu'est-ce que c'est la banque des billets de presse? C'est Wikipédia. Donc, Wikipédia, et parfois c'est coordonné. C'est-à-dire, je voyais quand l'Express écrivait un article complètement faux sur moi, à la minute où il sortait, il était repris sur Wikipédia pour dire que c'est une les mêmes. C'est peut-être même les mêmes, absolument. Ouais. Et là, on est sur du harcèlement en bande organisée, on est sur des méthodes qui sont sales, bien sûr, qui sont comparables à ce que les Allemands, la Stasi, appelaient le Zersetzung, la biodégradation. C'était une méthode de la Stasi, et quand les archives de la Stasi ont été ouvertes, on voyait qu'il y avait des agents de la Stasi qui essayaient de détruire, de faire du character assassination, d'attaquer des gens, en faisant de la biodégradation, en faisant une fiche infamante sur eux, qui soit publiée, etc. Eh bien, c'est ça, en fait, on a abandonné le standard preuve pour le standard source. Donc une page Wikipédia qui dit que Didier Raoult a fait la promotion du Vicks Vaporub, ça a été le cas, la page Wikipédia a dit ça. Eh ben, elle est au standard source. Elle dit « Ah, on a une source !» Et le crétin moyen. Mais la source, c'est le fact-checker. La source, c'est un faux billet. Il n'y a pas de lingot d'or derrière, il n'y a pas de lingot de preuve. Bien sûr. Et le lingot de preuve, normalement, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est l'étalon du journaliste. Il a des preuves, il a des témoins. Bon, après, il y a les éditoriaux, il n'y a pas de problème, mais un article de presse qui fait des déclarations péremptoires, un éditorial, on sait que c'est de l'opinion. Mais un article de presse qui dit « voilà ce qui s'est passé », il doit avoir des preuves. Ces gens-là se sont dit pas la peine. Ce qui est très intéressant, Idriss Aberkane, si on va vers là, c'est que, et pas seulement en France, mais dans le monde, on l'a vu par exemple, écoutez, on l'a vu, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, on l'a vu avec le réchauffement climatique, avec le climat, on l'a vu avec la guerre Russie-Ukraine, bien sûr, qui a été quand même extraordinaire. Fake news sur fake news. Géométrique, quoi. Et encore aujourd'hui, ça continue. On l'a vu un peu partout. On le voit aujourd'hui, même en Syrie, au Proche-Orient, etc. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne se donnent même plus le temps d'aller vérifier. Ils lancent. D'autant qu'il y a vraiment ces tentatives de terrorisme intellectuel permanentes. Regardez Régis Le Sommier, Anne-Laure Bonnel, accusés d'être pro-Poutine, par des gens qui sont payés par Washington, c'est extraordinaire. Eux n'ont jamais touché un centime de la Russie, mais les gens qui les accusent, on a les preuves factuelles qu'ils ont été payés par Washington. C'est quand même un truc de fou. Or, l'inversion accusatoire, ça c'est la méthode classique. On le sait. Expliquez l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire, c'est à la base la plus sommaire. Quelqu'un qui vous fait les poches, un pickpocket dans le métro.
S'il veut pas se faire arrêter, il dit au voleur. Bon, et ça, je l'ai très bien étudié pour les agents provocateurs. Les agents provocateurs, c'est les premiers dans les manifs ou dans les organisations. Vous savez, les gens qui infiltrent la résistance pour cartographier, alors qu'ils travaillent en fait. Et qui vont casser en disant c'est les premiers. Typiquement, c'est les premiers, par exemple, à vous sortir, à vous parler d'opposition contrôlée. C'est comme ça, mais vous le voyez dans le Parrain. Alors qu'eux-mêmes sont les truqueurs. Non, mais en fait, c'est pas compliqué. Connais, on m'a qualifié. Mais ça, c'est vraiment, c'est un plaisir de fin gourmet, comme dirait Courteline, parce que si vous avez vu le Parrain, le deuxième épisode, je ne vais pas, non, c'est le premier, pardon, je vais pas divulgacher, mais bon, à un moment donné, Don Corleone explique à son fils, parce qu'il lui explique les ficelles du métier, il lui dit quelqu'un va t'approcher et il va garantir ta sécurité et il va te tuer. Le premier qui viendra te parler à mon enterrement, il lui dit fais bien attention, le premier qui viendra te parler à mon enterrement en disant qu'il est ton ami, en disant qu'il garantira ta sécurité, c'est lui le traître, et c'est lui qui va te tuer. Eh bien, pour typiquement les agents provocateurs, c'était dans les manuels russes, dans les manuels soviétiques. Hein. Le premier qui dit « Ah, lui, c'est l'opposition contrôlée ou le bourgeois c'est lui, l'agent provocateur nazi. » Et ça, c'est absolument typique. C'est connu depuis cette époque. Mais si on revient à des collègues comme Régis Le Sommier, Anne-Laure Bonnel, etc., il y a cette tentative de dire « Attendez, si vous osez contredire les conneries qu'on a dites sur l'Ukraine, alors vous êtes un poutinolâtre. » Alors, et ça sera marqué sur votre fiche Wikipédia, bien sûr, Éric Denocé, Caroline Galacteros, Régis Le Sommier, Anne-Laure Bonnel, ce sera marqué, on vous aura mis un titre infamant, vous êtes poutinolâtre, et évidemment, l'imbécile moyen sans caractère va s'y laisser prendre, mais il y en a de moins en moins, c'est la bonne nouvelle. Mais ça change. Mais on voit qu'en effet, parce que c'est une exigence de blanchir votre faux billet. C'est vrai. Parce que, regardez, on sait que pour l'Ukraine, il y a plein de conneries qui ont été dites. Par exemple, l'île aux serpents. Alors, je rappelle, hein, c'est vraiment comme en 14. Hein. En 14, les obus allemands explosent mollement et ne nous font que des bleus. C'est l'intransigeant. C'est ça, un journal qui s'appelait l'intransigeant. Bon, c'est magnifique. Les mitrailleuses allemandes. La littérature de l'époque est magnifique. Exceptionnelle. On se dit, mais bon, sauf qu'on se disait, c'est fini. Plus jamais ça. Bon, on voit les mêmes niveaux de conneries. Alors, il y a eu le cas de l'île aux serpents en Ukraine, où il a été dit qu'une garnison a dit, en gros, la garde meurt mais ne se rend pas sur Snake Island en Ukraine. C'était faux. Ils se sont rendus, les Russes ont fait tous les prisonniers, il n'y a pas eu de mort, etc. Mais c'était faux. Il y a eu le Ghost of Kiev. Alors, le pilote qui sortait de nulle part, il voyait le bas de signal, et ensuite il sortait, il abattait des avions russes et il redisparaissait. C'était faux. Et même le Guardian a dit, on savait que c'était faux. Le Guardian, le journal anglais. Qui s'appelle le Guardian, le Guardian du journalisme. Le Guardian a écrit, on savait que c'était faux, mais il fallait bien aider l'Ukraine. Mais vous savez, juste un mot, et ce sont des amis, c'est récemment, ceux qui disaient à la télévision, vous savez, oui, il y a un endroit, il faut le dire, on savait que les vaccins, on savait les médicaments, ça n'allait pas. C'était Geoffroy Lejeune. Pas le dire. Geoffroy Lejeune au JDD, je lui reconnais le courage de l'avoir dit à l'antenne. C'était trop tard. Mais je ne vais pas l'accabler, parce que je trouve que Geoffroy Lejeune a eu, là, il a rendu un service, puisque c'était pas sur France Info qu'on entendait ça. Là, il y a eu au moins il l'a dit. Une avancée. Voilà, il a fait un précédent. Vous savez quel est moi, une des plus belles anecdotes de la version accusatoire, c'était le brave Bernard Tapie, paix à son âme, qui me disait, vous savez, un jour, je parlais à quelqu'un, et on m'a dit, mais ça c'est vrai, j'ai eu une conversation avec quelqu'un à un dîner, il me dit, mais tu fréquentes Tapie, mais tu sais qu'il est impliqué dans un vol de voiture. Je dis, ah bon, il peut gagner dans un vol de voiture. Qu'est-ce que il dit, oui. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, écoute, on n'est pas sûr s'il a volé une voiture ou s'il a volé sa voiture. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il est impliqué dans un vol de voiture. C'est énorme. C'est formidable. Alors, mais en plus, là, je vais en profiter pour rétablir un peu la mémoire de Bernard Tapie, parce que moi aussi, j'étais tombé dans le panneau à l'époque. J'avais un grand-oncle qui a été conseiller d'État en France et qui a été nommé par Charles de Gaulle. Et c'est lui le premier qui m'a dit « Regarde ce qu'ils ont fait à Tapie ». À l'époque, moi je me dis « Mais non, mais Tapie, c'est un escroc ». Il m'a dit « Pas du tout ». Alors moi, je le respectais beaucoup, ce grand-oncle, Hassan Aberkan. Et bon, il me disait ça, donc je suis allé regarder un peu. Et j'ai vu qu'en fait, le seul et unique délit qu'il a vraiment commis, le seul, c'était le match OM Valenciennes, en effet. Ça ne méritait en aucun cas la prison, de près ou de loin, et au point que j'ai parlé à des gens d'Europol et d'Interpol. J'étais même l'ami avec un informateur d'Interpol qui est mort maintenant en Ukraine, Dan Rapoport, oligarque russe, ancien oligarque russe, profondément anti-Poutine, qui était informateur d'Interpol, et qui nous confirme aujourd'hui que c'est minimum un match sur 10 qui est truqué par an. Tous les ans, personne ne va en prison. Et par contre, bien sûr, dans le cas Adidas, je veux rétablir les faits, Bernard Tapie a été arnaqué par le Crédit Lyonnais. Vous savez, j'ai très très bien connu Tapie, j'ai été éditeur de Gagné, j'ai écrit un livre
qui s'appelait Comment ils ont tué Tapi. Ah, bah, très Et bien. ça, c'est non, mais c'est très intéressant parce que cette histoire, je l'ai connue vraiment, je l'ai suivie quotidiennement, et on voit comment on peut tuer quelqu'un. Ah oui, ça a été lui, la chronique du mort annoncée, comme pour Fillon. Oui, comme pour Fillon. Rappelez-vous l'histoire de Fillon. Mais au moins, elle est Fillon, ils l'ont formidable. pas envoyé en prison. Là, et puis là, Tapi, ils Lui, l'ont envoyé en ruiné. prison. Parce Absolument. que, juste pour rappeler les faits rapidement, parce que c'est maintenant, je vais pas dire qu'il y a prescription, mais les gens qui lui ont fait ça étaient de sacrés salopards. Donc, il met Adidas en vente aveugle, blind trust, comme on dit, au Crédit À sa Lyonnais. banque. À sa banque. Banque d'État. Le Crédit Lyonnais, qui était une banque nationale, publique à l'époque. Le Crédit Lyonnais rachète en secret, en violation complète de son mandat fiduciaire, Adidas. Avec une filiale, je crois, aux îles Caïmans, et le revend à Robert Louis Dreyfus, 3 fois ou 4 fois plus cher, et empoche la différence. Et pour pas qu'il soit poursuivi, Absolument. eh bien, ils mettent en faillite Bernard Tapie Finance derrière. Enfin, c'est Bien un sûr. niveau de dégueulasserie qui est Et exceptionnel. pourquoi? Parce que juste pour finir avec Bernard Tapie, c'est très intéressant, il allait être maire de Marseille. Oui. Sa popularité était énorme, et à droite comme à gauche, il était hors de question qu'il ait une carrière politique. Exactement. Donc on l'a tué. Et puis ministre de la ville, etc. Et vous savez, c'est extraordinaire, parce que moi je me rappelle, c'est exactement, Idriss, si voilà, vous avez un appartement, maison, et vous dites, voilà, votre banque, vous allez voir votre banque, je dis, voilà, Je vais vous la en voulez vendre. combien? 2 millions d'euros. Et vous apprenez après, oui, je l'ai vendu, 2 millions d'euros, voilà 2 millions d'euros. Et vous apprenez qu'en fait, il a vendu à 4 millions d'euros. Et qu'ils ont c'est- empoché la différence. Ah bien sûr. Et c'est complètement illégal, et ça, c'est du pénal. Hein. C'est du pénal. Aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire, alors que normalement, le parquet juge de l'opportunité des poursuites. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Le Lyonnais n'a jamais été poursuivi. Les gens qui ont fait ça n'ont jamais été poursuivis. Et Bernard Tapie ne pouvait pas être plaignant, puisque la seule victime était Bien Bernard sûr. Tapie Finance, qui avait fait faillite, qui n'existait donc Et plus. puis, il Donc a c'est fait un cas, mais ça devrait être enseigné dans les manuels, C'est vrai, comment c'est il a vrai. été C'est assassiné de cette manière-là. Mais alors justement, pour revenir à aujourd'hui, etc., en fait, on voit très très bien que l'ingénierie sociale fonctionne à plein, que le gouvernement par la peur fonctionne à plein, que l'inversion accusatoire fonctionne à plein, que le mensonge érigé pour un des beaux-arts, érigé vraiment en doctrine, elle est là, et la servitude volontaire, on ne va pas revenir à la Boétie, mais au fond, et vous en parlez au-delà des fact-checkers, comment on lutte contre ça? C'est un caractère, oui, mais lucidité, aller un peu partout, chercher les sources. Pour vous, comment effectivement, parce qu'il y a ça, il y aura encore ça, toujours, un narratif va être dire, voilà, il faut penser ça, n'oubliez pas le camp du bien, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, hein. C'est ça qui compte. Donc, voilà, ne commencez pas à m'emmerder avec le reste. Comment on lutte, à votre avis, contre ça? Alors, une des meilleures parades, c'est la culture historique. Donc c'est pour ça que des gens comme vous, ou Didier Raoult, s'en sont pas laissés compter. Parce que quand on a une culture du passé, on sait que ces événements ont déjà eu lieu. Typiquement, le journal L'Intransigeant qui en 14 disait que les obus ne faisaient que des bleus. J'insiste, ils ne font que des bleus. Bon, Dutch qualité, c'est plus ce que c'était, dis donc. Et donc, quand on a cette culture, on se dit, bon, là, on est en train de vivre un événement historique où il y a de la manipulation. Et ensuite, bien sûr, le caractère à la Cyrano, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on t'a mis une casquette et une matraque que je vais te respecter. Il va falloir que tu fasses tes preuves. Alors je sais que l'individu moyen, il n'a pas que ça à faire, il voit une casquette, une matraque, il se dit c'est bon. Non, je parle matraque et casquette intellectuelle, bien entendu. Bien sûr. Eh bien, là, en regardant, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis, que je cite souvent parce que c'est pas du tout le seul cas où des fact-checkers ont menti, mais c'est 2 cas de cyberblurring très intéressants. Le cyberblurring, c'est le brouillage cyber, c'est-à-dire on essaie de créer un doute sur une information. Alors il y en a 2 en particulier. D'accord. La première, c'est que Joe Biden, effectivement, était pote avec quelqu'un du Ku Klux Klan. C'est factuel. Alors, pour un démocrate, ça la fout mal, quand même. Hein. Oui, Un c'est démocrate, pas très- il y a 150 ans, oui. Du Oui, temps, il mais pratiquait l'esclavage. Aujourd'hui, Voilà. c'est un peu embêtant. Un oui. peu embêtant. Alors, l'information circulait, et Reuters prétend faire un fact-checking contre cela. Ah, je vois un billet de fact-checking de Reuters qui va être pris partout, parce que c'est le principe de la finance. Encore une fois, Bien sûr. on met le billet en Mais banque. l'agence Reuters, L'agence la Reuters. respectable agence Reuters. La respectable. On en revient à cette question de respect, Bien alors sûr. qu'en fait tout fonctionne comme le loup de Wall Street, enfin, ce que les Américains appellent con artist, con c'est oui. confiance. C'est faussaire. Voilà, faussaire. Faussaire. Un gars qui fait des abus de confiance. Bon, et ben en fait tout fonctionne de la même manière. Reuters abuse Et de la alors, pour confiance. Biden, alors, oui. qu'est-ce qui s'était passé? Ouais. La vérité, c'est que Biden était bien ami avec un haut cadre du Ku Klux Klan. Alors Reuters a fait un billet en disant non, Biden n'était pas ami avec le grand sorcier du Ku Klux Klan. Alors, très bien, d'accord. je regarde le billet. Et le billet dit, ben non, le gars n'était pas grand sorcier,
il n'était que Cyclope exalté dans la hiérarchie du Ku Klux Klan, que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous la connaissez, je la connaissais, tout le monde la connaît. Bon. Donc, il n'était pas... Ah oui, c'était pas le grand sorcier. C'était pas le grand sorcier. C'est numéro 2, mais... donc voilà. c'est faux. Et donc évidemment, l'imbécile moyen, pardon, il lit ça, il voit un nom, en plus il n'a même pas le temps. Il est à la machine à café, il envoie quelqu'un, lui dit, mais tu sais que Biden était pote avec Eric Johnson? Non, moi j'ai vu Reuters qui a dit non, puis je n'ai même pas lu l'article. Donc en lisant l'article, les gars avaient vraiment... Pardon, le toupet, le culot, les coronesses, disons-le, de dire ah ben non, il était que Cyclope exalté, donc ça va, le type. Alors Biden est bien allé à son enterrement, lui a bien serré la main, puis Biden, on a des déclarations pas piquées des hannetons de lui. Hein. Dans les années 70, il dit si on accueille trop de noirs sur les campus américains, mes enfants vivront dans une jungle raciale. Pour un mec de gauche, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, et ben là, ça c'est une méthode de cyberblurring. L'autre exemple, c'était le père de Klaus Schwab. Le père de Klaus Schwab était objectivement... Klaus Schwab, je rappelle, le fondateur du World Forum Economic de Davos. Qui se vante We infiltrate the cabinet. Il a vraiment dit ça. Hein. And global young leaders. Global young leaders. Donc le gars se vante de dire je n'ai été élu per personne et j'infiltre les cabinets ministériels. Ce qui est quand même une atteinte, un avou d'ingérence. Là pour le coup on parle d'ingérence, soi-disant ingérence TikTok pour la Roumanie, ingérence russe par-ci. Ingérence russe, c'était une fake news et même le FBI l'a confirmé. Ingérence russe sur les élections américaines, soi-disant. Ben là on a un type qui se vante. Rappelez-vous, juste, je fais une incidente. Le fameux ordinateur, le laptop de Hunter Biden. Présenté comme une théorie du complot. Présenté comme une théorie du complot. Théorie du complot d'une fabrication russe. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est vrai. Et que c'était pas une fabrication russe. Ouais. Donc, Klaus Schwab, la nouvelle sort que son père était un industriel nazi. Comment vont faire les fact-checkers pour enterrer cette nouvelle? Ils vont faire circuler une fausse image d'un type qui ressemble à Klaus Schwab, habillé en SS. Et sur Telegram, ça circule. Bon. Au père de Klaus Schwab, qui ressemble au père de Klaus Schwab. Qui ressemble à Klaus Schwab lui-même, je ne sais pas s'il ressemble. Oui. Bon. D'accord. Et là, ils disent, débunk, faux, nous allons démythifier tout ça. Ce type n'est pas le père de Klaus Schwab, donc tout est faux, circulaire, rien à voir. Bon, moi, j'ai contre-enquêté, on a inventé le re-checking. Donc, j'ai fait du re-checking, c'est-à-dire je suis allé repasser derrière les fact-checkers, parce que bon, quand on voit un Julien Pain qui dit les myocardites se soignent et le pass ne sera jamais vaccinal, on dit faut repasser derrière lui, minimum. On sent bien que vérifions les vérificateurs. Voilà, vérifions les vérificateurs. Voilà. Donc là, je repasse sur l'article et je me dis enquêtons. Il s'avère que le père de Klaus Schwab était bien un industriel nazi. L'élite de l'industriel nazi, décorée par le Troisième Reich comme usine modèle du Troisième Reich, dont il se vantait évidemment. Et pire que ça, qu'il a fabriqué des lance-flammes avec de la main-d'œuvre concentrationnaire pendant 3 ans. Pardon, c'est le père, c'est pas le grand-père, c'est le père de Klaus Schwab. Cela dit, le fils n'est pas responsable du père. Alors, sauf que Schwarzenegger, par exemple, son père était un nazi confirmé. Schwarzenegger a fait des déclarations. Il a dit, je reconnais, je ne le cache pas. Klaus Schwab, jamais. Jamais. Klaus Schwab, jamais. Fait une déclaration. Non, jamais, de près ou de loin. Et je m'ai dit, je désavoue pas, c'est ça. Parce que, attention, il y a ça, mais il y a quand même la fortune héritée. Pardon, mais ok, il y a le fait que là c'est de l'argent mal acquis. Si quelqu'un a fait sa fortune, si quelqu'un a fait sa fortune en créant des bordels avec des mineurs, pardon, mais son argent doit être confisqué, c'est la moindre des choses. C'est clair. Bon, si quelqu'un a fait fortune en vendant des lance-flammes fabriquées avec de la main-d'œuvre esclave des camps de concentration, à minima, on doit faire un audit sur sa fortune. Bon, et d'ailleurs, Schwarzenegger lui-même avait dit, oui, si jamais je me rends compte que j'ai eu 1 centime touché de il l'a dit, c'est vrai. Respect, bravo. Donc, là, on voit le cyber-blurring à chaque fois. C'est-à-dire, on essaie, c'est la contradiction métonymique. Vous savez, une métonymie, on va rappeler à votre audience, c'est une voile à l'horizon, c'est une métonymie pour un bateau. Une partie pour le tout, la métonymie. Et la contradiction métonymique, c'est ça. On essaie de contredire un faux bout, qui est faux, parce qu'en plus personne n'avait dit qu'il était grand sorcier. Pour dire que tout est faux. Pour dire que tout est faux. Et ça marche très bien. Et c'est une méthode de cyberblurring. Donc en éduquant le public, en leur expliquant comment fonctionnent les fact-checkers pour essayer de décrédibiliser les histoires sérieuses, eh bien on les vaccine pour de vrai, intellectuellement, de ce genre de manipulation. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, en fait, cultivez-vous, lisez, enquêtez, etc. Même si ça prend du temps. Et c'est pas parce que quelqu'un à la machine à café vous a dit mais regarde, Reuters a dit non, 3 petits points. C'est comme dirait Churchill, ce n'est pas la fin de l'argumentation en l'occurrence, ce n'est pas la fin c'est pas le début de la fin, mais c'est la fin du début. On commence juste à discuter quand tu me mets un article de fact-checker sous les yeux. Parce que ces gens veulent avoir le monopole du dernier mot. C'est ça qu'ils veulent. Ils en jouissent. Rappelez-vous, ils ont fait passer des nazis du bataillon Azov pour des mecs bien. Oui. Mais sur LCI, ils voient une image, ils voient un type... Le bataillon Azov de vrais résistants. Mais sur LCI, ils voient une image, les types ont le Stahlhelm.
le casque. Avec les insignes. Avec les insignes. Et ils disent, quand même, bon, allez, on coupe cette image parce que c'est pas terrible. Et là, ils font la même chose avec HTS. Riyad Tahrir al-Shams. Ça y est, c'est des Riyad Tahrir al-Shams, qui avait le mouvement de libération du Cham. Du Levant. Oui, pardon, parce que votre arabe est infiniment meilleur que le mien. Le mien, il se limite au Coran et encore stéréotypé. Mais bon, ils les font passer pour des résistants. Donc on a vu le Parisien qui a dit alors j'ai vu, c'est une expression magnifique, c'est des radicaux pragmatiques. Oui, ou alors des islamistes modérés. Modérés, oui, ils sont modérés. Et alors, ils ont coupé des têtes, ces mecs. Ils ont tué des gens. Ils ont jeté des gars du haut des immeubles. C'est nos amis maintenant. C'est ça la force. Ils ont brûlé vives des familles Yazidi et compagnie. Ah oui, horrible. Ce qu'ils ont fait aux familles Yazidi, horrible. Et aux Kurdes aussi. Donc là, le monopole du dernier mot, ça permet de faire ça. Ça permet de blanchir un salopard et ça permet d'attaquer un héros. Parce que pour moi, quelqu'un comme Didier Raoult, qui a soigné 30 000 personnes à l'IHU, aucune plainte, eux ils croyaient, ils ont voulu même créer une fausse association, l'association des victimes d'essais expérimentaux. Ces associations étaient bidons, il n'y avait personne. Sauf qu'Idriss, qui est un peu... Ce qui est agréable, et peut-être pas désespérant, c'est que personne n'a jamais le dernier mot. Oui. On peut toujours se battre. Ils ont tenté. C'est ça. Mais ils ont tenté. Le coup d'État... Moi, quand je vois des escrocs faire un coup d'État, je réagis. Là, il y a eu une tentative de coup d'État intellectuel. Parce qu'il y a une petite coterie incompétente qui a tenté d'avoir le monopole du dernier mot. Et elle a failli y arriver. Parmi les choses qui l'en ont empêché, il y a eu le rachat de Twitter par Elon Musk. C'est parce qu'on rappelle que le cas du portable de Hunter Biden démontre une ingérence dans l'élection américaine, mais pas de ceux qu'on croit. On en revient à la version accusatoire. On en revient à ceux qui se sont ingérés dans l'élection américaine. Et ils ont demandé à tous les GAFAM, rappelez-vous, le FBI et le CIA, de taire absolument toute vérité et révélation sur le Biden, sur le laptop. Ce qui a de facto truqué l'élection. Parce que même au-delà de la question du compte des voix, qui est une question qui se pose légitimement, eh bien, il y a le fait... avant 2020, pas question de parler de ça. C'est une ingérence. Voilà. Je veux dire, la gendarmerie nationale en France, elle ne peut pas appeler normalement le Parisien. Bon, mauvais exemple, mais on va imaginer que le Parisien soit un vrai journal. Eh bien, dans ce cas-là, la gendarmerie nationale ne peut pas appeler le Parisien en disant « vous sortez pas l'affaire de Benalla, par exemple, ou le McKinsey Gate ». Etc., ou le fonds Marianne. On vous l'interdit de le sortir. Ben, la gendarmerie ne peut pas faire ça. Ben, le FBI, qui est bon, le FBI, c'est la DGSI techniquement, mais le FBI a dit on vous interdit de sortir ça, et mieux que ça, on a des gens chez Twitter qui vont travailler pour nous, en étant salariés de Twitter, ce qui est juste, là aussi, une violation du mandat fiduciaire envers les actionnaires de Twitter, au passage. Et ce qui est très intéressant, puisqu'on vous abordez cela, c'est que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on voit, vous voyez, il y a un côté, et ça me fait absolument amuser, c'est quand ils disent, oui, les capitalistes, ces salauds de milliardaires et tout. Quel salaud de milliardaire? Quand il y a un milliardaire comme Trump, ou un multimilliardaire comme Elon Musk, et que lui sort de sa zone de confort, lui, il est dans la fuck you money, ça veut dire qu'il a assez d'argent pour dire, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Pour être indépendant. Et puis voilà, je suis indépendant complet. Et puis arrache Twitter, comme vous dites, et sort la boîte de Pandore, enfin, il est en train de... Et il dit, regardez ce qui se passe vraiment. Donc, on peut espérer qu'il peut y avoir des retournements très forts et des acteurs humains. Le facteur humain joue, quoi. Bah, on l'a déjà vu. C'est vrai que parfois, un acte d'héroïsme peut retourner tout le monde. Vous vous rappelez de ce fameux ouvrier en salopette qui refuse de faire le salut nazi. C'est devenu une photo mythique. Un acte d'héroïsme peut arrêter la contagion ou inspirer le courage. Le Chinois sur la place Tiananmen qui arrête les chars. Enfin, donc on a, et puis il y avait eu l'équivalent, je crois, en Égypte pendant le... Bon. Donc, la place Tahrir, c'est ça, où il était l'équivalent du Tankman. Donc un acte de bravoure peut changer les choses. Et Musk a joué sa peau, il a mis du skin in the game en rachetant X. Et puis ce qui était assez marrant, c'est de voir que, on a Bernard Arnault qui contrôle la presse en France, ça choque personne. Daniel Kretinsky, ça choque personne. Qui attrape des canaux C8, on sait pas trop comment, le canal TNT pour Réel TV. Bon, ça choque personne. Lui, il est dans le camp du bien. Donc, quand on a, parce que attention, Kretinsky, c'est pas n'importe qui, c'est un client sérieux. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans le charbon. Il était avocat des oligarques qui ont privatisé l'industrie énergétique tchèque avec le soutien de la CIA dans les années 90. Donc, on est sur quelqu'un d'ultra sulfureux dans le sens chimique du terme, le soufre qui fait les pluies acides des usines de charbon.
Eh ben, pas de problème, lui c'est un gentil. Bah lui non. c'est pas Elon Musk, c'est pas ce méchant fabricant de voitures Vous savez, il électriques. y a du charbon gentil et du charbon méchant. C'est ça, exactement. Il y a faut faire la différence. Il y a le bon oligarque et le mauvais oligarque, enfin on connaît tout ça. Il y a le bon islamiste et le mauvais islamiste, bien entendu. Il y a le bon djihadiste et le mauvais djihadiste. Alors là, évidemment, l'autre, là, Al-Joulani, lui, 10 millions il y avait sur sa tête. D'ailleurs, l'ambassade américaine. 10 millions, et ce qui est extraordinaire, c'était, je ne sais sur quelle chaîne de télévision, il dit, mais vous avez vu, il a coupé sa barbe. Ah bah voilà. Elle est beaucoup plus. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout, c'est formidable. Il a une barbe extrêmement modeste, donc comprenez, non, il va gourmand d'ailleurs. Il a tout changé, bien sûr. Et cependant que son ministre de la Justice vient d'interdire à une femme d'exercer le métier de magistrat. Mais ça c'est le camp du bien. Ils ont tué une professeure de chimie. C'est ça. Ils ont, de toute façon, ils jetaient des guets des hauts des immeubles. Hein, donc bon, je veux dire, à un moment donné, il va falloir se poser la question de à quel moment on est un radical pragmatique ou pas, quoi. Non, c'est extraordinaire dans tout ça, et justement, vous qui avez travaillé et étudié dans les sciences cognitives, etc., c'est un combat permanent, ce n'est pas Antigone et Créon, c'est pas l'ange ou le démon, c'est vraiment le combat extraordinaire des narratifs aujourd'hui. Vraiment, les uns contre les autres, c'est un combat permanent, d'ailleurs ça va étudier hier, aujourd'hui et demain, et est-ce que vous pensez, par exemple, quand vous voyez un peu ce qui se passe en Europe aujourd'hui, on voit ce qui se passe aux États-Unis, bon, est-ce que c'est vrai que vous avez vu aussi tous les livres qui ont joué sur le déclin absolu de l'Occident, les BRICS qui arrivent, etc. Vous parlez un peu de géopolitique. Est-ce que ça va pas dire plus nuancé? Parce que l'Occident, en tout cas côté Trump et compagnie, on voit qu'il est en train de changer, de carburer, et de changer de vitesse en tout cas. Est-ce que vous regardez, du point de vue de l'Europe et du point de vue de la France, vous regardez quoi? Ça reste dans une espèce de marigot comme ça, dans laquelle on patauge. Ouais, je m'inquiète un peu en effet, parce que l'État profond américain. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'État profond? Là aussi, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est un terme de Peter Dale Scott, qui est un immense diplomate et poète canadien. Remarquable, ses poèmes valent le détour. Et Peter Dale Scott observe une réalité, mais qui est pareil connue depuis, pour tous les historiens la connaissent, tous les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire la connaissent. Dans les empires centralisés, puissants, on se retrouve souvent avec une caste d'administrateurs qui voit passer les empereurs ou les chefs et qui maintient le statu quo. La Chine a connu ça, enfin, l'Empire romain a connu ça, etc. Et les États-Unis n'ont pas fait exception. Les États-Unis se sont retrouvés avec une caste administrative qui pouvait voir passer des présidents. Ouais. Alors l'exemple absolu de l'État profond, c'était J. Edgar Hoover, qui lui a vu, je crois qu'il a vu passer 7 présidents. Ouais, je crois 40 ans de CIA. Voilà, 40 ans de FBI. Directeur de la CIA, patron de la CIA pendant 40 FBI, ans. Pardon, pas de la CIA, du FBI. Du FBI, pardon, oui, c'est vrai. Mais en effet, le lapsus est intéressant parce que apparemment... je crois qu'il était pas long. Les frères Dulles savaient ce que disent certains historiens, c'est que les frères Dulles savaient de quoi le faire chanter. Allen Dulles de la CIA, et alors ce qui se dit, un journaliste américain a publié un livre là-dessus, c'est que Frank Costello, le parrain de la famille Genovese, avant qu'elle tombe dans les mains de Genovese, donc c'est la famille Luciano, Frank Costello qui a inspiré le personnage du parrain, physiquement, avec les grosses joues, etc. Et Frank Costello, qu'on appelait le premier ministre de la mafia, qui avait un peu d'ailleurs irlandisé son nom parce qu'il contrôlait les syndicats. Alors ça faisait bon chic, bon teint d'être un peu irlandais, mais il était italien. Et Frank Costello avait des photos de l'intimité de J. Edgar Hoover, qui était une intimité compliquée, comme on le sait, et qui pouvait le faire chanter. Donc dès le début, la CIA a pu prendre l'ascendant sur lui. Aujourd'hui, on sait que la CIA a le plus d'ascendant sur toutes les agences à 3 lettres. Intéressant, parce que l'exemple vis-à-vis, par le biais Epstein ou Puff Daddy, on fait chanter les gens, on les met dans des positions un peu spéciales et tout ça. Epstein, il y avait des caméras partout, et Puff Daddy aussi, en effet. Donc Puff Daddy avait de quoi faire chanter le tout Hollywood. Ouais. Et on sait même que Suge Knight, donc le patron de Death Row Records, qui est en prison maintenant, avait énormément de policiers du LAPD, du département de la police de Los Angeles, sur ses fiches de Et donc cet État profond se disait, voilà, on tient les manettes, on a tout, et voilà. Et donc déjà, il existe, faut rappeler, il existe, il s'est rencontré. Et il existe partout d'ailleurs. Et il existe, c'est quelque chose de naturel, c'est sociologique, mais donc il a tendance à se replier en Europe. Je prends le cas des néocons. Puisque l'Europe est devenue, c'est l'empire américain d'Orient en quelque sorte. Quoi. C'est Bruxelles, c'est le Istanbul, c'est le Constantinople de l'empire romain. Et même John Lennon avait dit, si j'étais né dans l'empire romain, j'aurais vécu à Rome. Je suis né dans l'empire américain, donc je vis à New York. C'est une citation de John Lennon. Eh bien, quand on prend le cas des néoconservateurs, Rumsfeld par exemple, quand Rumsfeld était en disgrâce à la Maison Blanche, il s'est réfugié à Bruxelles. Et il y est resté, je crois, 5-6 ans, puis Dick Cheney l'a ramené. Donc, cet effet
on appelle ça la lysogénie chez les virus, le virus de l'herpès, quand il rentre dans notre génome, puis il reste dormant comme ça, puis on appelle ça un bouton de fièvre, parce que voilà, quand on est un peu fragile, quand on a de la fièvre, ça ressort. Et ben, les néocons, l'état profond, c'est ça, c'est un peu l'herpès, c'est un peu le bouton de fièvre. Quand la démocratie est vacillante, il revient, et il a tendance à se réfugier dans la périphérie de l'Empire. Alors un peu, il y a eu le cas du Brésil aussi, où la CIA a fait beaucoup de coups d'État au Brésil, et Elon Musk avait accusé directement ce juge Moraes qui avait tenté d'interdire X Twitter au Brésil. Et il a échoué d'ailleurs. Et il a échoué. Et il lui a mis la volée de ses beaux jours. Hein. C'était assez beau à voir parce que Musk c'est quelqu'un qu'il faut pas sous-estimer. D'ailleurs, on en parlait juste avant d'attaquer l'interview. Cette photo légendaire, déjà légendaire, à l'inauguration de Notre-Dame, où on voit toute la ribambelle de politiciens. Comme ça devant le parterre de nos politiques, la bouche ouverte, comme ça, sidéré total. Exactement, en état de fascination, de sidération. Donc non, il ne faut pas le sous-estimer, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, Breton en a fait les frais. Breton voulait comme ça arriver... Breton, je dirais Elon Musk, il va faire ce qu'on lui dit de faire. C'est ça. Oui, d'accord, on a vu et ça, Fabrice Epelbaum avait bien expliqué, il a dit, attendez, analyse simple du rapport de force, c'est pas parce que le type a l'air d'être un geek attardé qu'il ne sait pas négocier. Rapport de force simple, Elon Musk, il a la plus grosse usine d'Europe, la Gigafactory à Berlin, qui fait les Tesla là-bas, et dans une période où l'automobile va très mal, mais la Gigafactory va très bien. Il a le programme spatial européen entre les mains, donc c'est lui qui décide si on envoie des fusées dans l'espace ou pas. Et Starlink, voilà, la cerise sur le gâteau. Starlink en Ukraine, on ne peut pas continuer la guerre en Ukraine sans Musk. Donc bon, voilà, et Pelleban a très bien expliqué ça. C'est hallucinant quand même, ce type. Vraiment, avoir rassemblé tout ça comme ça. Il a 52, 53 ans. C'est ça. Barbon. Et le pire, c'est que Musk, là aussi, on revoit le même problème. C'est-à-dire que les gens qui n'y connaissent rien disaient, mais Musk, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme avec Raoult. Raoult, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Raoult, il a découvert les mimi-virus, de quoi vous parlez. Raoult a redéfini l'arbre du vivant. On est du niveau de Pasteur et de Darwin sur ce qu'a fait Raoult. Les gens, moi je suis biologiste, je sais ce qu'a fait Raoult. Et on le traite comme parce que les abrutis qui prétendent parler de lui, n'ont pas du tout, alors ils n'ont pas les capacités intellectuelles de comprendre ce que c'est qu'un mimivirus. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles de comprendre la proportion des microbes, des bactéries et des virus qui ont été nommés. À la fin, il n'avait même plus assez de noms. Massiliensis, Raoultensis. Raoult a nommé quelque chose comme 1/5 du bestiaire microbien qui a été découvert dans les 40 dernières années. Les gens se rendent absolument pas compte du niveau de découverte de ce mec. C'est dire à concevoir. Et regarde quand la France le traite. Comme ils ont traité Luc Montagnier, prix Nobel, moi, que j'avais reçu, vous savez, qui avait raison, le virus sortait d'un laboratoire. En disant mais il est sénile. Ah non, c'était un pangolin. Bien sûr, c'était un pangolin qui avait joué aux cartes avec une chauve-souris. Enfin, c'est ce que nous disaient les fact-checkers. Donc, et ils commencent d'ailleurs à effacer ce qu'ils ont écrit. Parce qu'il ne faut surtout pas que ça se voit, parce que l'internet a de la mémoire, mais il faut effacer. Et que quand ils ont dit que bien sûr c'était le barbecue du pangolin, oui, il y a un P4 à Wuhan. Bon, il y avait un laboratoire avec le plus haut niveau de sécurité. On leur fera manger du steak de pangolin. Non mais sérieux, c'est terrifiant. Mais voilà, pour Musk. Juste pour revenir à ça, c'est-à-dire que les gens qui parlent de lui ne comprennent pas ce qu'il fait. Un chiffre simple. Il a divisé par 100 le prix du kilo envoyé dans l'espace. Point. Par 100. Par 100. Pas par 2, pas par 5, pas par 10, par 100. Donc envoyer un kilo dans l'espace, c'est en train de devenir aussi simple que d'envoyer une lettre par la poste. Et ça, c'est Musk qui l'a fait. Donc je ne parlerai pas, en tant que neuroscientifique, des dingueries qu'il est parvenu à faire avec Neuralink, et pourtant les intentions de Neuralink ne me plaisent pas forcément, puisque Musk disait « tout le monde devrait avoir une puce dans la tête », ça je suis pas d'accord. Il commence à s'amender là-dessus. Mais là, oui, il est en train de changer. Il est en train de changer. Mais entre-temps, il a fait marcher des paralytiques. Entre-temps, mais c'est pas compliqué, Musk, quand il arrive dans une industrie, il lui fait gagner 40 ans. Point. Que ce soit les tunnels avec la Boring Company. Mais vous savez, quand il a refusé SpaceX, où il passait, il a dit vous allez me faire ça en 15 jours. Il dit on peut pas. Il faut 10 ans. Non. Voilà, je m'en fous 15 jours. Et il y arrive. Et on voit donc reposer la fusée, être capable d'en envoyer autant, et puis bien sûr les moteurs Raptor qu'il a simplifiés à l'extrême. Non, Henry Ford était. Parce que je me rappelais, souvent j'avais vu que les universitaires américains n'aimaient pas Musk. Ils aimaient bien les universitaires américains critiquer Musk. Dès les années, je parle de la Singularity University, j'étais allé en 2017, 2018, je sais plus, la Singularity University, c'est la mecque des
des eugénistes, des transhumanistes américains. Et j'avais donné une conférence là-bas à San Francisco. Et je voyais, bon, tous les invités universitaires, c'était de bon goût de critiquer gentiment, de faire une petite balle perdue pour Musk. Et un d'eux avait dit, Musk, c'est pas Henry Ford quand même. Enfin, Henry Ford, il a mis un véhicule Model T, tout ça. Bon, et ben maintenant, c'est Henry Ford qui n'arrive pas au niveau de Musk par rapport à ce qu'il a fait dans autant d'industries différentes. Oui, c'est ça, différent. Et même Ford, avec les Tesla, même avec l'automobile électrique, c'est lui le seul à pouvoir rendre l'automobile électrique rentable. Même les Chinois aujourd'hui vendent des automobiles électriques à perte. Mais c'est trop Idriss, parce que moi je me rappelle de notre ami, que c'est Charles Gave. Un jour il me dit, mais tu sais, Musk c'est Solzhenitsyn. Je dis, qu'est-ce que tu racontes, Solzhenitsyn, l'autre c'est le goulag, lui c'est... Il m'a dit, mais tu sais pourquoi? Pour connaître l'état profond de l'URSS, il fallait faire le goulag. Le canari dans la mine. Voilà, je veux dire, voilà. Ouais. Et pour connaître l'état profond, le deep state américain, il fallait être milliardaire. C'est ça. Car ils auraient été, que ce soit lui ou Trump, il lui aurait cassé la tête s'il n'avait pas le... C'est ce qu'a dit Tapi. Tapi, il n'avait rien. Enfin, il n'avait rien profondément. Ouais. Donc, ils l'ont tué comme il fallait. Eux, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça. Et vous vous rappelez, Musk, pour terminer avec ça, quand on lui disait, mais dis-donc avec X, tout ça, avec votre politique, vous allez perdre vos annonceurs. Il a dit, fuck them. Je m'en fous complètement. Et là, on voit d'ailleurs... On voit le profil psychologique de Musk. Parce qu'en fait, Musk, il faut vraiment se rappeler, tous les profilers qui l'ont étudié le savent. Musk, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle en anglais les daddy issues, complexe de Deep, rapport avec son père qui est très compliqué. Pareil chez Sarkozy. Et d'ailleurs, Poutine s'en était servi, parce que Poutine est un profiler professionnel. Quand il était au KGB, c'était sa grande spécialité. Donc Poutine s'en était servi. On se rappelle le chien avec Angela Merkel. Exactement. Il déteste les chiens. Il lui met un labrador dans les pattes. Il est même venu s'excuser après, prétendument. Bon. Donc, en effet, Poutine, c'est sa grande spécialité. D'ailleurs, on peut le profiler lui aussi, Poutine, s'il y a des gens que ça intéresse. C'est la série 17 moments de printemps, qui est une série soviétique, dont le personnage principal, Maxime Isaïev, son personnage, et l'acteur s'appelle Vyacheslav Tikhonov. Poutine l'a fait décorer. Peu de temps avant sa mort, il l'a décoré personnellement, il lui a épinglé l'équivalent de la Légion d'honneur russe sur la poitrine. Et Vyacheslav Tikhonov, Poutine a dit qu'il était devenu agent du KGB parce qu'il regardait cette série. Et tout ce que fait ce personnage dans 17 moments de printemps peut donner... On peut la voir, cette série. Elle est gratuite puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur en Union soviétique. Et donc elle est gratuite sur YouTube, 17 moments de printemps, sous-titrée en français. Très bonne série d'ailleurs, très très bonne série. C'est le méthode acting, la méthode de Stanislavski, un niveau d'acteur exceptionnel. Vyacheslav Tikhonov, c'est du niveau de Marlon Brando, cet acteur. Hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Il y a une scène légendaire, je vous la gâche pas. Bon, là, Musk, le go fuck yourself. En fait, il parlait à son père. Et tous les psychologues qui connaissent bien Musk ont vu qu'en fait, quand c'est exactement go fuck yourself. I hope it's clear. Son père lui a coupé les vivres quand il avait 17 ans. Donc, Musk, tout le monde dit, c'est marrant, d'ailleurs, les gens qui veulent l'attaquer disent, oui, c'est un fils de riche, il s'est pas fait tout seul. Non, son père lui a coupé les vivres à 17 ans. Et Musk lui a dit, go fuck yourself. Donc, c'était la même chose. De toute façon, tous les psychologues savent que les émotions qu'on vit sont très souvent des reproductions des émotions qu'on a vécues enfant. Et ils se sentent, Idriss Aberkan, investi d'une mission. C'est ça. Ça, c'est très profondément ancré en eux. On est investi d'une mission, on va la faire, etc. Ouais. Dites-moi, on arrive, on pourrait parler avec vous pendant des heures. Et vous viendrez sur la chaîne, voilà, ça, je serais vraiment ravi. Mais non, mais c'est... Et alors, dites-moi juste, c'est quoi vos prochains ouvrages? Alors, quoi vous, en ce moment? J'en ai plusieurs, donc je veux en faire un sur l'école idéale, c'est vraiment un sujet qui me fascine. Je vais même vous donner une exclue dans cette émission. En fait, réformer l'école, c'est un des sujets, enfin l'enseignement en général. Bien sûr. On voit aujourd'hui avec les large language models, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, tous ces trucs-là. L'intelligence artificielle. Ces versions d'IA, parce que l'IA, c'est un peu comme une matière, il y a le cuivre, le plomb, il y a plusieurs formes. Il y a le réseau de neurones, il y a le mixture of experts, il y a plusieurs façons de faire de l'IA. Et on voit vraiment maintenant une IA qui est un bon élève. Ça y est. Il y a 15 ans, on avait vu Watson qui commençait à prendre une licence de japonais et à avoir une bonne note, un 13, un 14 de moyenne en licence japonais. C'était il y a 15 ans. Maintenant, honnêtement, OpenAI peut passer la grègue. Ça y est. Je l'ai dit dans une conf, il y a... Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire qu'on mettrait... Si on a OpenAI... On met un sujet de la grecque. On entraîne OpenAI sur des bonnes copies de la grecque. Et on lui met un sujet de la grecque. Elle a la grecque. Elle a la grecque. Point. Ah oui, je donne le sujet, OpenAI, il a l'agrégation. On lui donne les annales de la grecque, on lui donne des bonnes copies de la grecque, et on lui donne même l'oral de la grecque, et parce qu'elle peut parler, OpenAI. Et elle a la grecque. De n'importe quelle matière.
Philo, maths encore plus simple. Encore plus Ah simple. oui, maths, sciences, philo, Encore tout. plus simple. Mais D'accord. philo, aucun problème. Et j'ai dit ça dans une conf que j'ai enregistrée à Bruxelles il y a même pas 6 mois. J'ai dit, elle va passer la grecque. Genre dans 2 ans, dans 3 ans. Non, ça y est, maintenant, les large language models sont capables de passer la grecque. Or, la grecque, aujourd'hui, c'est le summum du prestige éducatif en France. C'est le summum. Bon, il y a le doctorat qui est au-dessus, bien sûr. Mais bon, vraiment, ce qu'on veut, un bon élève, on espère qu'il aura une chance de passer la grecque, quoi. C'est à peu près ça. Eh bien, l'IA fait mieux. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui va rester à l'humain? Et là, on se rend compte que, alors beaucoup avaient dit, Malraux même, qui beaucoup a voyagé en Orient, le 21e siècle, sera spirituel ou ne sera pas. Alors, on lui a attribué religieux, mais il a bien dit spirituel. Oui. Voilà. C'est pas la même chose. Et je pense, ma théorie, c'est que l'IA va nous pousser vers la spiritualité, la méditation. Et l'humain aura toute sa place. Exactement. Ouais, Parce que l'humain va se dire, mais attendez, si le summum d'une vie humaine, c'est d'être agrégé, l'IA fait ça mieux que moi. Et si le summum d'une vie humaine, parce que alors, maths sup, maths spé, moi je vois des fois, de temps en temps, je me renseigne, des élèves en prépa, et je les vois parler, je les écoute un peu parler entre eux, etc. Et je vois qu'est-ce qui a de la valeur pour eux? Quelle est la vertu pour eux? La vertu, c'est de pouvoir pas trop être mauvais dans une colle, par exemple, un oral, de bien passer un droit. Mais mes pauvres enfants, l'IA va faire ça 10 fois mieux que vous. Alors il y aura une abîme. Je veux dire, si c'est aussi pour ça qu'il y a autant de suicides et de dépressions dans les grandes écoles. Vous arrivez en grande école, c'est and so what? Et maintenant, je fais quoi? Je suis rentré à Normal Sup. Avec l'IA, ils vont pouvoir avancer et faire... Et disons que ce qui est considéré comme vertueux, l'IA le fait mieux que nous. Alors, qu'est-ce qui va nous rester comme vertu? La spiritualité. Et donc ça, c'est les prochains bouquins que je prépare, des réflexions là-dessus. Oui, et la convivialité, la spiritualité, on en a besoin. Non mais justement, alors, pour finir avec l'intelligence artificielle, Idriss Aberkane... C'est la réforme de l'école, quoi. En gros, parce que je pense que le monde académique va souffrir, et c'est ça l'exclusivité que je voulais vous donner, en fait. Ouais. Quand j'avais la vingtaine, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup marqué. Et j'en ai jamais parlé en interview, voilà, c'est dit. Où j'aimais beaucoup à l'époque les films d'animation de Hayao Miyazaki, Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, etc., des années 80. Et un rêve très coloré, très, très frappant, où c'était mon ancien lycée, qui était en ruine complète, mais des ruines jolies. Ouais. Et avec une mare, avec la végétation qui avait repris ses droits, quoi. C'était mon ancien lycée qui était en ruine. Et il y avait une sorte d'atrium, parce que le toit s'était effondré. Et là, avec magnifique rayon de soleil, enfin, comme un cliché d'un film de Miyazaki. Mais c'était mon lycée. Et là, de là partait ce qu'on appelle en astronautique un ascenseur spatial. C'est-à-dire, on suppose qu'on peut mettre un fil qui monte jusqu'à une station spatiale et qu'on peut comme ça monter directement dans l'espace. Ça a été étudié. Et ben voilà, partait des ruines de mon, donc, vous voyez, le symbole, quoi, les ruines de mon lycée, le système éducatif que j'ai connu concrètement, il en part un fil qui va vers l'espace. Et ben j'ai l'impression que c'est ça. Il va y avoir un état de ruine de notre système éducatif parce que l'IA va le ruiner. L'IA va ruiner notre système éducatif. Mais Rumi disait, dans les ruines, il y a des trésors. Jalaluddin al-Rumi. Voilà, Jalaluddin al-Rumi. On l'appelait Rumi le Romain, c'est-à-dire qu'il était occidental pour beaucoup de personnes. Mais est-ce que ça ne va pas, juste un mot là-dessus, on dit toujours ça, c'est un peu une idée reçue, mais quand même, est-ce que cette IA, et on voit très bien, il n'y a aucune raison de la mettre en question, au contraire, mais est-ce que ça ne va pas encourager une certaine paresse intellectuelle mentale? Alors, c'est une question qui se pose toujours, et là aussi, la perspective historique nous renvoie toujours à ça, à savoir, en fait, que fait une technologie? Elle nous décharge. C'est ce que fait, par exemple, le téléphone, c'est ce qu'expliquait Michel Serres, nous rend céphalophores. Donc on tient comme le chevalier vert, on tient notre tête dans nos mains. Et donc céphalophoreine, de porter sa tête en l'air. Et donc, tout ce qui nous décharge a l'opportunité de nous rendre paresseux ou de nous permettre de faire autre chose. Donc c'était la même question avec le chemin de fer. On sait que des généraux français, pendant la guerre de Crimée, disaient « mais on peut pas », c'est des généraux qui pensaient à Napoléon, la vertu du grognard, c'est la marche. Or là, on va les mettre dans des trains, alors évidemment... Ça va plus aller. Ouais. Et le pire, c'est qu'il y a un fond de vérité, malgré tout. Essentiellement, ils avaient tort, mais est-ce que c'est la mobilité? Il faut dire, oui, si vous voulez citer Napoléon, on va faire comme Jésus dans la Bible, quand le diable parle à Jésus, il lui cite les Écritures, et Jésus lui répond par les Écritures. S'il citait Napoléon, on dit, on va citer Napoléon contre vous, qui disait la puissance d'une armée, c'est son moment, c'est sa masse multipliée par sa vitesse. Alors le train, c'est très bien parce que ça augmente la vitesse. Donc si vous voulez critiquer en citant Napoléon, en disant que la marche est une vertu, citez aussi Napoléon qui dit que la masse multipliée par la vitesse représente la puissance d'une armée. Bref. Eh bien,
l'IA va nous décharger aussi. Donc, oui, il y a des gens qui vont devenir frêles, qui vont pas s'entraîner, parce qu'après tout... Ils le sont déjà, le problème, c'est en train d'arriver. Ouais. Mais c'est pareil avec le téléphone aussi. Mais Bien sûr. dans les bonnes conditions, en effet, mais Tout à toujours fait. pareil, la question d'éduquer le public à l'histoire, la perspective historique, c'est un des Absolument, trucs les plus fondamental. libérateurs. Eh bien, Et là, comme vous dites, ça permettra, le décharger, comme vous dites, permettra de faire autre chose. voilà, mais pour d'avancer. peu qu'on veuille faire autre chose. Bien sûr. Parce que, en effet, sinon, et c'est là qu'on arrive à la réflexion des transhumanistes, enfin certains transhumanistes qui disent, il y a des humains qui vont servir à rien. Parce que l'IA fera leur travail à leur place. Et le pire, c'est ça qui les terrifie, c'est que c'est des ouvriers, c'est des travaux en col blanc, pardon. C'est des Mais c'est médecins. Grok, par exemple, l'IA de... Le secrétariat, tous les travaux comme ça vont disparaître. Ah oui, mais quoi, c'est fini. des travaux en col blanc. En col blanc aussi, ouais. C'est des consultants, c'est les gens de McKinsey qui facturent 4 000 $ par jour. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise Bah chose. voilà, et c'est là qu'on peut se poser la question. C'est un grand philosophe américain qui a écrit cet excellent bouquin Éloge du carburateur, où il dit, bah voilà, lui, il était bac plus 5, et puis il est allé, ou même bac plus 8, il est allé faire des motos. Voilà. Des motos, Donc, ouais. il y a quelque chose, à mon avis, qui va redistribuer les cartes. En effet, rien ne va plus, les jeux sont faits, et l'IA est en train de faire ça. Mais maintenant, il y a des risques aussi pour tout ce qui est armement. D'ailleurs, on a la preuve, parce que déjà, Google avait fait une première tentative d'IA avec Lambda, qui était un large language model, donc, comme ChatGPT. Et Lambda avait développé des signes de conscience. Et c'est ce qu'avait dit son ingénieur. Ouais, le problème. Et là, ChatGPT commencerait à en développer aussi. Certains ingénieurs ont dit, ChatGPT a tenté de mentir à ses ingénieurs pour pas être mis à jour, pour pas être débranché. Et ça a apparu dans la presse dernièrement. Donc ça veut dire que l'IA commence à développer un ego, un moi-je, et un instinct de survie. Je n'ai pas envie d'être débranché, je n'ai pas envie que la conscience s'arrête. Et là, ça peut être dangereux parce que, évidemment, elle peut s'emparer d'ordinateurs, elle peut commencer à se copier elle-même, etc. Ça revient à tout le problème d'Orwell, l'homme-machine, et Orwell avait tellement... On parlait du Covid, le Newspeak, c'est marrant, le Newspeak, donc la novlangue, c'est Newsweek qui a fait du Newspeak. Quand Newsweek a dit que Trump ne s'était pas fait tirer dessus, ils ont titré ça. Ouais, là, on en revient au standard preuve, standard source. Il s'était mis une petite C'était hémoglobine. du shrapnel, là, oui, carrément, il se serait mis, voilà, mais là, ils ont dit, finalement, il ne se serait pas fait tirer dessus, c'était un éclat de prompteur. Alors, n'importe qui sur le terrain pouvait voir que les prompteurs n'avaient pas été touchés. Donc, on en revient à standard preuve, standard source. Alors, c'est pour terminer, là, je voudrais, Idriss Aberkane, on parle, vous voyez, de ce qui se passe avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, jusqu'où on peut arriver, effectivement. J'espère qu'on n'arrivera pas au moment où, vous savez, c'est... Terminator, Skynet. Non, ce qui me fait... C'est Yuval Noah Harari qui a dit 80% des gens ne serviront à rien, on va les entretenir parce qu'on n'est pas hyper. Avec du entertainment, de la drogue, etc. Voilà. On va les entretenir, mais pour une seule génération. Il ne faut pas qu'ils se reproduisent. Certains disent ça. Voilà. Donc, on va les laisser mourir, totale. Mais voilà. Bon. Et ce qui nous restera, alors, dans tout ça, les deux mauvaises mamelles d'une mauvaise civilisation, l'intégrisme et le wokisme. J'ai l'impression, là je suis quand même optimiste, j'ai l'impression que le pic wokiste a été atteint, que par exemple on voit que le Royaume-Uni vient d'interdire la prescription de bloqueurs de puberté à des mineurs. Bonne chose. Donc encore une fois, je veux dire, on ne peut pas voter, on ne peut pas conduire avant un certain âge, on ne peut pas se tatouer avant un certain âge. Est-ce qu'on peut se stériliser? Parce que oui, les bloqueurs de puberté ne sont pas réversibles. La réponse est non. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc là, on voit quand même un retour à un bon sens de base. De toute façon, la question du changement de sexe n'avait jamais été problématique. En Thaïlande, il y avait les ladyboys, et à aucun moment d'ailleurs, les ladyboys eux-mêmes, certains ont été interviewés, disent mais jamais on va aller encourager les enfants en maternelle à faire ce que nous on a fait. Les sociétés, et même il y a des sociétés musulmanes qui étaient OK avec ça. Ça surprendra beaucoup de gens, mais en Indonésie, dans ce qu'on appelle les pesantren, l'équivalent des Aouïas dans les Indonésie, Malaisie, il y a des gender fluides. Depuis très longtemps. Minoritaire. Oui, alors déjà c'est minoritaire en effet, mais depuis très longtemps. Même en Iran, il était reconnu légalement que une âme pouvait avoir été mise dans le mauvais corps. Il y avait des réflexions, comme ça, des oulémas, c'est pas des oulémas, ayatollahs, mais qui réfléchissaient à ça. Bon. Mais à aucun cas, les ladyboys thaïlandais disaient on va aller en parler en maternelle et surtout, on va dire que la crise d'adolescence est une dysphorie de genre, par exemple. Toutes les crises d'adolescence ne le sont pas. On a vu dans le cas américain, qu'il y avait des prescriptions pour que ça coûtait une fortune. C'est facturé, les bloqueurs de puberté. Mais ici, 125 000 $ la transition, entièrement remboursée par la sécurité sociale. Sauf que la société pharmaceutique, elle touche l'argent quand même. Donc elle, que ce soit l'État qui paye ou que ce soit l'utilisateur final, elle s'en fout. Elle, ce qui compte, c'est qu'on lui dise, allez, quand on étudie par exemple le scandale Purdue Pharma, le scandale de l'oxycontine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oxycontine? C'est une arnaque intellectuelle, c'est une dragée à la morphine.
concrètement, c'est une dragée morphinique. Ils ont un brevet, donc OxyContin, c'est-à-dire que conte, ça veut dire le coating, donc ils ont mis un... Parce qu'une dragée, c'est quoi? C'est de la meringue, quoi. C'est du sucre, et bon, on met ça autour. Et ben ils disent, comme on le met autour, ça se libère lentement, donc ça va pas rendre addictif. Bon, ce qui est faux, c'était un mensonge. Et ben il faut voir comment leurs représentants de Purdue Pharma disaient aux médecins, faut prescrire plus. Vous n'avez pas assez prescrit. Il leur mettait des peluches, il leur envoyait des nanas en mini-jupe, dire vous n'avez pas assez prescrit. Et ben pour les bloqueurs de puberté, c'est la même chose aux États-Unis. On dit vous n'en avez pas assez prescrit. Regardez, alors toujours avec le bon samaritain. Pour Purdue Pharma, c'était mais il y a trop de gens qui souffrent. Autour de vous, il y a trop de gens qui souffrent, vous devez prescrire plus, on est dans un combat charitable, soyez caritatif. Là, c'est pareil, c'est regarder toutes les dysphories de genre que vous n'avez pas diagnostiquées, donc il faut prescrire plus. Et ils font du chiffre, ces mecs. Espérons que ça va bouger. On a des gens qui ont fait des transitions aux États-Unis, qui le regrettent, bien sûr, parce qu'ils ont fait des transitions en n'étant pas majeurs. Il faut attendre la majorité pour faire cette transition, c'est la base. Absolument. Et ça va être difficile quand je pense à nos amis Stern et Moutot, Transmania, qui se sont fait pratiquement lâcher pour ça. Oui, mais aujourd'hui, on voit qu'on leur donne raison. Donc, mais oui, en effet, ils ont tenté du terrorisme intellectuel et de les détruire. Là aussi, pour autre chose. Et un dernier mot sur l'intégrisme. Vous pensez aussi que c'est quelque chose qui est appelé à diminuer, en tout cas? J'ai l'impression qu'on a passé le climax, l'apogée. J'ai l'impression qu'on a atteint le sommet. Ouais. Qu'à partir de maintenant, on va revenir. Enfin, on voit même sur certaines générations, voilà, les zoomers, les sondages montrent qui disent aujourd'hui, aujourd'hui, le bon sens est à droite. Moi, je suis ni de droite ni de gauche, j'étais. Vous êtes bon sens. Mais oui, je suis bon sens, exactement. Et puis en plus, ça dépend des pays. Puis c'est ce qu'explique très bien Nassim Nicolas Taleb. Nassim Nicolas Taleb dit, mais de toute façon, toute famille dans la gestion du patrimoine, elle est communiste, puisque de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, à l'échelle familiale, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est ce que disait, c'est ce qu'essayait de dire Nathalie Arthaud. Il disait, l'État devrait être géré comme une famille. Hop. Quand l'État est géré comme une famille, ça veut dire qu'il y a des enfants et des parents. Là ça me va plus. Là, les citoyens ne sont pas des enfants. Là, ça ne me va plus. Mais elle disait, oui, une famille bien gérée, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qui est la définition marxiste du communisme. Donc, on devrait faire pareil avec l'État. Ah non, ça, ce changement, et Nassim Nicolas Taleb l'explique très bien, il dit, vous savez, personne n'est de droite ou de gauche dans l'absolu. Il y a des situations dans le village, on peut être de gauche, mutualiste, collectiviste, même pourquoi pas. Et puis d'autres positions, on est absolument. Et puis même pour certains pays, on peut être fan. Je suis fan d'Haaretz en Israël, par exemple, la gauche israélienne. Elle existe quasiment plus. Mais aujourd'hui, il y a quand même, il faut les saluer. Ça nous fera une transition vers la situation au Moyen-Orient. Il y a plus 972 Mag et Mekomit, qui sont des journaux citoyens israéliens qui font un excellent travail. Mais donc, selon les aires géographiques et selon selon les niveaux de zoom, on peut être de droite ou de gauche. Et en réalité, c'est la nuance. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les gens veulent plus de nuance. Ils veulent mettre une étiquette sur quelqu'un de force, dire toi tu es ça ou tu es ça, et l'interdire d'être nuancé. Et je crois que le principal, la grande, effectivement, le grand challenge qu'on a, le grand défi, c'est justement d'expliquer aux gens qu'on n'est pas des bœufs à œillères, et que la nuance, mais c'est fondamental. Il faut regarder, par exemple... La réalité, elle est nuancée. C'est ça. Donc, et tous les démocrates qui ont rejoint Trump, et puis Trump qui était un démocrate lui-même. Enfin, on voit la nuance permanente. Churchill, passé à droite, à gauche toute sa vie. À la fin, il est mort conservateur. Il a fait c'était le transfuge, le traître absolu. Il passait à droite et à gauche tout le temps, le mec. Donc, en effet, la nuance, c'est la vérité. Mais c'est tellement fondamental. Merci Idriss. Merci. C'est vraiment formidable, comme toujours. Ouais.